par Étienne Klein, nous allons aborder la notion qui fait l'objet de votre dernier ouvrage, qui s'appelle « Ce qui est sans être tout à fait » et sous-titré « Essai sur le vide ». Alors, dans la vie et dans l'histoire de la pensée, peut-être, il y a toujours des déclencheurs. Certains sont inattendus. Alors là, c'est vrai que c'était un peu surprenant, encore une fois. C'est votre voisine qui aurait provoqué cette réflexion sur le vide. La dénommée Aladine. Cher Monsieur Klein, vous devriez apprendre à faire le vide. Mais ça, c'est une histoire vraie. Hein. On est au rez-de-chaussée. Aladine habitait au 3e étage. C'était une vieille dame charmante avec laquelle j'avais, je crois, une très belle relation. On discutait beaucoup. C'était la fille d'un grand peintre. Son faire-part de baptême avait été dessiné par Picabia. Voilà. Et en effet, un jour, je sortais là, j'avais l'air sans doute fatigué. Elle m'a dit, vous devriez apprendre à faire le vide. Et bêtement, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire faire le vide? Parce que faire c'est un verbe d'action. Mais si ce qu'on a à faire, c'est le vide ou rien, l'action doit aussitôt s'interrompre. Donc, une sorte de contradiction dans l'expression même, faire le vide. Et du coup, évidemment, il y a d'autres arguments qui sont venus s'ajouter à ce déclenchement, mais l'idée, ça a été de tenter de faire avec le vide ce que j'avais fait précédemment avec le temps, c'est-à-dire prendre un mot fixe qui a changé au cours de l'histoire des idées de signification. Bon. En plus, le titre que j'avais rapidement trouvé, ce qui est sans être tout à fait, c'est l'anagramme de casse-tête antique tout frais. Et l'idée, c'était en effet de prendre la pensée des anciens, grecs, et de voir comment elle doit être modifiée ou adaptée si on tient compte des découvertes de la physique. Avec une question dont d'ailleurs je n'ai pas vraiment trouvé la réponse, parce que j'ai vu qu'il y avait des controverses à ce sujet chez les philologues. Par exemple, dans l'œuvre de Démocrite, dont il reste presque rien, il a écrit 80 livres, il reste quelques fragments. Il y a ce fameux fragment qui est « N'existe que les atomes et le vide ». En fait, le mot « vide », c'est la traduction d'un mot qu'utilise Démocrite, qui est le mot « méden ». Méden qui est le néant, en fait. Mais en fait, quand on lit simplement la traduction, on va rétroprojeter dans la pensée de Démocrite ce que nous savons du vide. Et finalement, un physicien d'aujourd'hui, il serait presque d'accord pour dire « n'existe que les atomes et le vide ». Sauf que notre façon de concevoir le vide n'a peut-être rien à voir avec celle qu'avait en tête Démocrite lorsqu'il écrivait ce mot. Et moi, j'étais assez surpris en faisant mon travail d'enquête de voir le temps qu'il a fallu pour émanciper la notion de vide de la notion de néant. Voilà, le vide, c'est le néant, c'est le non-être. Et tout le débat, est-ce que le non-être existe? Et j'ai compris que la querelle à distance, entre Parménide, qui dit le non-être n'est pas, et Démocrite, qui dit en fait le non-être existe autant que l'être, est une question qui a été très, très féconde dans l'histoire de la pensée. Mais j'étais étonné de voir qu'il a fallu des siècles pour qu'on attribue au vide un espace au moins. Le vide, c'est au moins de l'espace. Je cite d'ailleurs une lettre de Léonard de Vinci, donc de la fin du XVIe siècle, dans laquelle il explique à son correspondant que la différence entre le vide et le néant, c'est que le vide contient au moins l'espace. Donc ça veut dire qu'à la fin du XVIe siècle, il fallait encore expliciter cette différenciation possible entre les deux. Et à partir du moment où on dit que le vide, c'est quelque chose de particulier, eh bien toutes les définitions canoniques du vide deviennent fausses. Parce que même dans les dictionnaires, il y en a là-bas, la définition du vide qu'on trouve, c'est le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Ça va pas, parce que si on enlève tout, il reste rien, pas même l'espace, donc le vide se confond alors avec le néant, avec l'absence de toute chose. Or le vide, c'est quelque chose de particulier. Et donc on tombe sur cette définition problématique qui est le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et donc, pour parler du vide, il faut d'abord avoir une théorie de physique, par exemple, ou une représentation du monde qui vous dit ce qui existe et qui ensuite indique ce que, parmi tout ce qui existe, on peut retirer ou non.
Et le vide, c'est ce qui restera quand vous aurez retiré tout ce que vous pouvez retirer. Descartes avait déjà posé la question à sa façon, hein. Il avait expliqué que notre définition du vide, elle est finaliste. Par exemple, je dis qu'une cruche est vide si elle ne contient pas ce qu'elle est censée contenir. De l'eau, du lait, du vin, ou autre chose. Et donc faire le vide, dit Descartes, ça suppose d'enlever l'eau, le lait ou le vin, mais après, il faudrait, là je parle en termes modernes, il faudrait envoyer le rayonnement électromagnétique émis par les parois de la cruche. Pour le faire, il faut la baisser à 0 degré, avec température nulle, il n'y a plus de rayonnement. Puis une fois qu'on a éliminé le rayonnement, il faut retirer la cruche elle-même. À ce moment-là, il reste de l'espace, un volume. Est-ce qu'on retire l'espace? Où s'arrête l'entreprise d'exfiltration permettant d'aboutir à la fin du vide? Et on voit que les questions philosophiques, quand on les pose de cette façon, sont des sortes de mises en abîme qu'on n'arrive jamais à conclure. Oui, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des concepts qui se dissolvent d'eux-mêmes? Je crois qu'on pourrait dire ça du concept de néant. Vous citez avec drôlerie Raymond DeVos, un trou avec rien autour. Et c'est vrai que quand on s'interroge à fond sur ce concept, un commencement que rien ne précède, on arrive très vite à l'absurde. Ce qui n'est pas le cas, même si Lévinas a dit par ailleurs que le néant avait été le grand défi de l'Occident. Je ne connais plus sa phrase exacte, mais le vide, ce n'est pas un concept qui va se dissoudre comme celui de néant, même dans votre argumentation. Non, il ne va pas se dissoudre, mais il va être en quelque sorte interdit d'existence. Par cette fameuse phrase, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire on prête à la nature une espèce d'intentionnalité, même de sentiment, d'horreur en l'occurrence pour le vide. Oui, ça va, c'est une transition, si je puis dire. Qui a duré longtemps. Qui a duré longtemps. Plusieurs siècles. Oui, plusieurs siècles. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir à quel point elle a été utile pour expliquer toutes sortes de phénomènes différents. Par exemple, au Moyen-Âge, on avait remarqué que lorsque on laisse une bouteille d'eau dehors alors qu'il gèle pendant la nuit, on la retrouve cassée le lendemain. Explication. En gelant, l'eau devient solide, et comme tous les corps, le volume du solide est plus petit que le volume du liquide. Ce qui est faux pour l'eau, on ne le savait pas. Donc, en gelant, l'eau devient glace, occupe moins d'espace, de sorte que va se créer dans la bouteille un espace vide. La nature dit à la bouteille, tu peux pas laisser faire ça parce que j'ai horreur du vide, donc tu vas te casser. Ou même, et ça c'est une explication qui est encore invoquée par beaucoup de gens lorsqu'ils boivent du jus d'orange avec une paille. Quand vous aspirez, comme on dit, du jus d'orange dans une paille, il se passe un truc assez bizarre. C'est que le liquide dans la paille va monter en luttant efficacement contre la gravité. Alors, explication. Moi, j'ai demandé à des élèves de CM2, comment ça marche. Ils m'ont ressorti l'explication de Bacon ou d'Aristote. Ils m'ont dit, quand on inspire, on crée du vide dans la paille, et comme la nature a horreur du vide, elle demande au liquide d'investir la paille pour empêcher que cette horreur surgisse. Donc l'horreur que la nature a pour le vide serait une sorte d'antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression, on mobilise toute la matière qui est alentour, qu'elle soit liquide, gazeuse ou solide, pour occuper l'espace qui pourrait, sans cela, devenir vide. Bon. Et je pense que cette question du vide, elle a été en quelque sorte laissée de côté. Et il a fallu, pour qu'elle réapparaisse comme une question scientifique, en fait, deux événements qui se produisent au début du XVIIe siècle. Le premier, c'est Galilée, qui pense le vide, non pas comme une chose qui existe, mais comme une chose qu'on peut penser, comme un cas idéal, c'est-à-dire c'est un espace sans rien à l'intérieur, avec cette intuition géniale que dans le vide, les mouvements ou les lois du mouvement se montreraient d'une façon plus simple. Et c'est comme ça qu'il arrive à l'idée que tous les corps tombent à la même vitesse, dans le vide, quelle que soit leur masse. Et ensuite, pour tenir compte de ce que nous voyons, dans un espace qui n'est pas vide, il y a l'atmosphère, l'air, etc., il faut ajouter d'autres lois physiques qui viennent compléter celles qu'on a réussi à isoler par l'invocation d'un cas idéal. Donc ça, c'est quand même, d'un point de vue épistémologique, une transition fondamentale. Et puis ensuite, il y a une anecdote qui aurait pu rester une anecdote, mais qui va devenir
scientifiquement très féconde. Les fontaines. Les fontaines de Florence. Galilée est en résidence surveillée tout près de Florence, et il reçoit une lettre des fontainiers de la ville qui pompent l'eau de l'Arno, le fleuve qui coule à Florence, pour alimenter des fontaines. C'est des pompes à eau qu'utilisent les paysans pour vider les fossés inondés dans les champs. Et il pompe l'eau de l'Arno et il voit que quand la hauteur de pompage est supérieure à 18 coudées, ce qui fait à peu près 10 mètres, bah, l'eau ne monte plus. Il prend, c'est un problème technique, convoque des ingénieurs, des techniciens, des artisans qui tombent tous sur le même problème, quelle que soit la dimension qu'on donne au tube de la pompe. Et en désespoir de cause et en manque d'explication, ils écrivent à Galilée et expliquent le problème. Galilée est quasiment aveugle à ce moment-là, c'est Torricelli, son jeune assistant, qui lui lit la lettre et qui comprend que... Alors de façon maladroite au départ, hein, mais c'est une longue histoire, mais en gros ils comprennent que c'est parce qu'il existe une pesanteur de l'air, ce qu'on appelle aujourd'hui une pression atmosphérique, qui sont tombés sur cette limite, et que en fait le mur de 10 mètres sur lequel ils sont tombés est la preuve que la nature n'a pas horreur du vide, mais qu'il existe une pression atmosphérique tellement intense qu'elle empêche la formation de vide dans l'espace qui nous entoure, puisqu'on le sait aujourd'hui, la pression atmosphérique, c'est 10 tonnes par mètre carré. Sur une surface d'1 mètre carré, il y a 10 tonnes. Comme ça. Donc en fait, quand vous aspirez du jus d'orange avec une paille, avant que vous aspiriez, la pression dans la paille est la même que la pression sur le liquide qui est dans le verre. Mais si vous aspirez, vous diminuez la pression dans la paille, et c'est la pression atmosphérique qui appuie sur le liquide qui est dans le verre qui va pousser le liquide et le faire monter dans la paille. Donc c'est une force qui est de haut en bas, qui propulse le liquide de bas en haut. On a un renversement complet de l'explication. Et Torricelli va pas publier parce que le vide est mal vu par l'Inquisition et il sait de quoi il parle parce qu'il a l'exemple de Galilée à côté de lui. Mais il va faire l'expérience un peu partout en Italie, et Mersenne, un Français venant de Paris, assiste à une démonstration par Torricelli à Rome, revient à Paris, en parle à tout le monde. Alors tout le monde, c'est Robert Val, Gassendi, Blaise Pascal, René Descartes. Et en quelques années, ces gens vont résoudre la querelle du vide, notamment grâce à Pascal, qui a 23 ans à l'époque, un beau-frère à Clermont-Ferrand, qui va faire l'expérience du Puy-de-Dôme. Bref, il va être démontré que la nature n'a pas horreur du vide. Il existe un certain vide, pas absolu, parce qu'on sait aujourd'hui que dans le tube de Torricelli avec le mercure qu'il avait utilisé, voilà, il y a des atomes de mercure qui traînent, hein. Donc c'est pas un vide absolu. Donc ce qu'on appelle le vide, c'est pas un espace sans rien à l'intérieur. Aujourd'hui, on sait qu'il y a du fond difficosmologique qui est partout présent. On sait qu'il y a toujours une petite particule de rayonnement cosmique qui traîne. Donc le vide absolu n'existe pas. Puis il y a le fameux problème du vide quantique. Le vide quantique, c'est l'espace et le temps, plus les champs quantiques dans l'état de plus basse énergie. Donc il y a beaucoup d'énergie dans le vide, mais c'est une énergie qu'on ne peut pas extraire. Donc si vous voulez, on a une conception du vide qui est assez bizarre, c'est que le vide est plein, mais il est plein de choses qu'on ne peut pas retirer. C'est une sorte d'état fondamental de la matière. C'est un état particulier du champ. Un état très particulier du champ, l'état de plus basse énergie, mais qui contient quand même de l'énergie. Et la meilleure façon de le décrire, c'est, je raconte ça dans le livre, c'est cette série de dessins, peintures exécutées par Picasso entre décembre 1945 et février, si ma mémoire est bonne, 1946. Il peint un taureau, un vrai taureau, massif, gras, suant. Puis, une semaine plus tard, il dessine le même taureau, mais de façon beaucoup plus épurée, avec des lignes plus géométriques. Et peu à peu, comme ça, dans une série de 12 dessins, il va peu à peu débarrasser le taureau de sa graisse ontologique. Et à la fin, on a un dessin épuré, avec une vingtaine de traits curvilignes. Et par la pensée, si on retire l'un seul de ces traits, on ne reconnaît plus qu'il s'agit d'un taureau. Eh bien, on pourrait dire que Picasso a dessiné l'essence du taureau, c'est-à-dire le minimum qu'il doit posséder pour être un taureau. Le vide quantique, c'est le minimum que doit posséder l'espace pour contenir potentiellement la matière qui nous entoure.
Les peintres se sont essayés toujours à des expériences physiques. Van Gogh, lui, c'est pour l'étude des forces, quand il dit « je ne veux pas peindre une pomme, mais l'être pommesque de la pomme », c'est-à-dire essayer de faire surgir toute la densité, les forces en action à l'intérieur de la matière pomme, si je puis dire. Absolument, mais il y a eu une exposition au musée Picasso sur le vide, chez Picasso et Calder. Picasso était obsédé par la question du vide, Calder aussi, et on essaie de... Mais en fait, on n'a pas le vide quantique, quoi, qui devrait s'appeler autrement. Et d'ailleurs, je termine en citant Lavoisier. Lavoisier, avant qu'on lui coupe la tête, écrit son traité élémentaire de chimie, et il explique dans l'introduction, dans le prélude, comme il l'appelle, que les progrès de la science devrait s'accompagner d'un progrès du vocabulaire. Parce que le vocabulaire, la langue, ne dit pas déjà la science. Et donc, si on veut dire la science, il faut perfectionner le vocabulaire qui, lui-même, en se perfectionnant, va permettre de perfectionner les concepts de la science. Il y a comme ça un jeu dialectique entre la connaissance et le langage qui s'installe. Et aujourd'hui, en physique, on a un problème. C'est qu'il y a deux théories fondamentales. Il y a la relativité générale d'Einstein pour décrire la gravitation, et puis il y a la physique quantique pour décrire les trois autres interactions fondamentales qui sont les deux forces nucléaires et la force électromagnétique. Et chacune de ces deux théories a son vide. Il y a le vide quantique pour la physique quantique, et puis il y a un vide qui est autre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est différent pour la relativité générale. Et on emploie le même mot dans les deux cas. Comme s'il pouvait exister dans l'univers deux vides différents. Et s'il y a deux vides différents, il y a l'un qui contient l'autre. Donc il n'est pas vide. Et voilà, ce genre de contradiction devrait avoir une contrepartie dans notre façon de nommer ces vides qui permettrait de les distinguer puisqu'ils ne peuvent pas exister ensemble. Alors, comment se fait-il que le vide quantique ait été aussi candidat, disons, à l'accélération de l'expansion de l'univers? C'est-à-dire certains, d'aucuns, d'après ce que vous dites, pensent que c'est le moteur de l'accélération. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors, disons qu'il y a un problème en physique, c'est que c'est un problème assez récurrent dans l'histoire, mais là, il prend une gravité, c'est qu'à le dire d'ailleurs, particulière. C'est qu'on a bonne confiance dans les équations d'Einstein pour décrire la gravitation. Et puis on peut observer la dynamique des galaxies, par exemple. Et on voit que la dynamique des galaxies est régie par la gravitation d'une façon qui semble conforme à ce qu'indique la théorie d'Einstein, à la condition de supposer que la masse qui agit sur les galaxies est plus importante que la masse visible des galaxies, qu'on peut mesurer en comptant les étoiles qu'elles contiennent. Donc c'est comme s'il y avait une matière invisible qui ne nous envoie pas de signaux électromagnétiques, pas de lumière, capable d'agir sur les galaxies. Et donc, quand on a une situation comme celle-là, il y a deux façons de réagir. Soit on dit la théorie d'Einstein est fausse, elle doit être corrigée parce qu'elle ne décrit pas tel quel le mouvement des galaxies tel qu'on l'observe. Il faut imaginer qu'il y a une matière supplémentaire qu'on ne voit pas. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la solution législative. On change les équations pour redevenir capable de décrire ce qu'on observe. Puis il y a une autre solution, qu'on appelle la solution ontologique. Je fais confiance aux équations d'Einstein, parce que jusqu'à maintenant, ça a bien marché. Mais j'imagine qu'il existe dans l'univers une matière de nature différente de celle que je connais, qui, par sa présence, explique le désaccord observé entre les prédictions de la théorie et l'observation. Mais ce n'est pas uniquement de l'imagination, maintenant. Ah, la matière noire, on n'a pas vu. On a des candidats, oui. Mais on n'en a détecté aucun, même si, en effet, il y a des pistes théoriques qui indiquent qu'à telle énergie-là, telle énergie ou telle masse, on devrait voir... Et c'est étrange, parce que souvent, quand on lit des choses, on en parle comme si c'est... Mais parce qu'on choisit d'emblée la solution ontologique. On dit, il y a de la matière noire, elle existe, il faut trouver de quoi elle est faite. D'accord. Mais vous avez des astrophysiciens beaucoup moins nombreux, comme Françoise Combe, qui vient d'avoir la médaille d'or du CNRS, qui explore plutôt des pistes législatives en disant il n'y a pas de matière noire, il faut changer les lois de la gravitation. Et alors l'énergie noire à laquelle vous faites allusion, c'est un autre problème, c'est qu'on a vu que
l'expansion de l'univers s'accélère, et le moteur de cette accélération, si les équations d'Einstein sont justes, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Il y a plusieurs candidats possibles, la constante cosmologique, un champ scalaire, ou le fameux vide quantique, comme l'ont imaginé des physiciens, notamment Edgar Günzig, qui est un physicien belge, qui a établi une forme de cosmologie dans laquelle le moteur de l'expansion serait le vide quantique. Bon, attendons de voir. Alors, terminons sur ce point. Pourquoi, lorsque vous écrivez un livre sur le vide, où vous nous expliquez à la fois l'histoire de la notion et vous aboutissez au vide quantique, pourquoi parler de votre pratique, de votre vocation pour l'alpinisme au milieu du livre? Alors on comprend pourquoi, le vide du grimpeur, mais est-ce que ça vous a aidé d'être un grimpeur pour réfléchir sur le vide? Alors, moi j'ai commencé l'alpinisme très tard, plus de 20 ans, alors que d'habitude les gens qui en font commencent à l'adolescence ou même avant. Moi j'étais juste fasciné par un truc bizarre, c'est que moi j'étais formé par des guides, comme la plupart des alpinistes, et les guides parlent du vide d'une façon étrange, parce que ce qu'ils appellent le vide, c'est ce qui est en dessous de nous. Dans quoi on peut tomber, alors que le vrai vide est au-dessus. Quand vous êtes par exemple à 5000 mètres, ça m'est arrivé, pas en France, parce qu'il n'y a pas de sommet aussi haut, mais au Népal ou au Chili, quand vous êtes à 5000 mètres, vous pouvez faire un calcul. Si vous tombez jusqu'au niveau de la mer, vous allez traverser plus de matière que si vous allez de là où vous êtes, à 5000 mètres, jusqu'à la Lune. Donc le vrai vide, il est au-dessus de nous. Ça veut dire que la gravité, qui est quand même la force qui s'impose aux alpinistes, stylise, oriente l'espace dans lequel on se trouve. Mais en gros, le vide des alpinistes n'est évidemment pas plein. Il y a toutes sortes de molécules, il y a du champ quantique, il y a des bosons de Higgs. Mais c'est pas un argument qui permet de rassurer ceux qui ont peur en montagne. Si vous leur dites vous tombez dans le vide, ne vous inquiétez pas, il y a des bosons de Higgs, il y a du vide quantique pour vous retenir, ça va pas marcher. Non, mais moi il se trouve que j'ai la chance de... Et c'est parce que je pars jamais seul en montagne, je fais jamais de course de montagne seul, j'ai toujours un guide en qui j'ai confiance. Mais quand vous êtes dans une paroi bien assurée, là, vous avez un sentiment paradoxal de plénitude dans le vide. C'est-à-dire, vous vous sentez bien dans le vide. Vous regardez, il peut y avoir 1000 mètres en dessous de vous, et vous regardez ça, vous savez que vous ne tomberez pas, et ça vous donne une espèce de griserie existentielle qui est tout à fait jouissive, quoi. Mais évidemment, j'insiste là-dessus, si j'étais seul, je serais mort de trouille. Est-ce que écrire sur le vide en dehors du grand apport scientifique, c'est une manière aussi de lutter ou de détourner l'ennui ou le vide sentimental? Sentimental sûrement, l'ennui non. Moi, j'ai jamais pas l'impression de m'ennuyer. Non pas que je fuis l'ennui, mais même quand vous êtes confiné, même quand vous faites la queue au magasin, c'est pas du temps perdu. C'est impossible de perdre du temps. Donc l'ennui, c'est pas vraiment un sujet. Mais en fait, il y a un truc que j'ai remarqué en lisant Blaise Pascal. Moi, comme tout lycéen, j'ai lu Les Pensées. Notamment, j'en parlais dans ma classe de première avec Monsieur Bogart, qui pouvait pas lire Les Pensées sans pleurer. Mais j'avais jamais lu Le Traité du vide, qui est embryonnaire chez Pascal. C'est un texte génial. Et dans sa correspondance avec le Père Noël, Blaise Pascal, qui a 23 ans, je répète, ne cesse pas d'insister sur la différence entre le vide et le néant. Il a 23 ans. Mais quand il écrit Les Pensées, une dizaine d'années plus tard, notamment sur l'ennui, tantôt il emploie le mot néant, l'homme qui veut fuir son néant, tantôt il emploie le mot vide, comme s'ils étaient synonymes. Bizarre. C'est-à-dire que le philosophe, entre guillemets, ne pensait pas comme le physicien qu'il avait été. Bon. Et puis surtout, j'ai trouvé, en lisant, ça m'est venu comme ça, je ne sais pas si ça a été, ça a sûrement été remarqué par plein de gens, mais j'ai trouvé ça étonnant que Blaise Pascal nous explique en fait que la pression atmosphérique
joue vis-à-vis de la nature le rôle que joue le divertissement dans nos vies. C'est-à-dire que la pression atmosphérique empêche que le vide se forme dans la nature, parce que dès qu'on crée un volume dans lequel il y a du vide, le moindre orifice fait que la pression va injecter de l'air dans ce volume qui ne sera plus vide. Et le divertissement est l'occupation que nous choisissons dès lors que nous sommes menacés dans nos existences de rencontrer le vide. Donc la pression atmosphérique est à la nature ce que le divertissement est à nos vies. Et là, j'ai trouvé que c'était... Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il a lui-même pensé. En tout cas, ça saute aux yeux quand on découvre ses écrits. Étienne Klein, nous sommes en 2020, aux alentours des années 80. Un sociologue avait écrit un livre qui s'appelait « L'ère du vide », qui avait remporté un certain succès. Gilles Lipovetsky. Est-ce que ça a un sens pour vous d'employer le mot vide dans ce sens, une époque qui serait vide plus qu'une autre, les années 80, le début des années 80 Bon, moi je me souviens avoir lu ce livre, je dois avouer que je ne me souviens plus de la thèse, c'était peut-être qu'on assistait à la fin des grands systèmes de pensée, à une sorte de déconstruction généralisée. Mais aujourd'hui, je pense que on assiste plutôt à l'ère du trop-plein. Moi, j'ai l'impression que, et je le dis pour mon propre compte, comme je le vois chez mes étudiants, mes enfants, etc., on a beaucoup de mal à avoir une attention prolongée sur un sujet bien défini. On est constamment interrompu et on est... je dirais pas que le temps s'accélère, parce que le temps ne s'accélère pas, mais moi j'ai l'impression qu'on est en permanence soumis à une superposition de présents multiples. Sauf justement quand on est dans un face-à-face. Parce que là, l'attention est captée, on ne peut pas répondre au téléphone, ni regarder ses mails, ni consulter un écran. Mais on voit que c'est des occasions assez rares. Dans la vie ordinaire, on est sollicité. Bon. Et ça peut produire l'équivalent d'une mutation anthropologique. Enfin, je veux dire, est-ce que notre cerveau est adapté à une telle sollicitation, à tel bombardement d'informations? Moi, je remarque que nos ancêtres étaient des gens qui vivaient dans un régime où l'information est extrêmement rare. Il manquait d'informations. Et ils faisaient beaucoup de choses pour tenter d'avoir une information qui permette de les aider à décider de ce qu'ils allaient faire, est-ce qu'ils allaient quitter l'endroit où ils étaient, aller chasser, pas chasser, etc. Bon. Je ne parle même pas de la météo. Et tout d'un coup, l'information arrive à haute cadence. Est-ce qu'on est armé psychiquement et intellectuellement pour la gérer? Ça fait penser à l'histoire du sucre. L'humanité, pendant toute son histoire, a été privée de sucre. Sucre rapide, il y avait le miel, les fruits, mais bon, pas tout le temps. Puis tout d'un coup, le sucre envahit les rayonnages, devient disponible. Ça a donné l'obésité. Est-ce que, vis-à-vis de l'information, on n'est pas inapte, pour l'instant, parce que l'adaptation est lente, à gérer une telle information? De sorte que notre esprit, notre cerveau, pour se calmer, mettre un peu d'ordre dans ce qu'il reçoit, va privilégier les informations qui lui plaisent, de sorte que le rapport à la vérité risque d'être malmené. Moins il y a d'attention, plus il y a d'addiction. Enfin, Simone Veil aurait pu signer cela. Mais aussi, je pense, Bernard Stiegler, qui est disparu récemment. Il y a peut-être quelque chose qui va nous sauver de ce sentiment, à la fois d'addiction, de vide, de tout ce qu'on veut. C'est la néoténie. Il faut toujours autant de temps pour qu'un petit homme se tienne debout. Oui, oui, il y a une très belle lettre d'ailleurs de Le Corbusier à un peintre. Non, plutôt, c'est la lettre d'un peintre dont le nom va me revenir, à Le Corbusier, qui pense que la technique ne va pas accélérer le temps qu'il faut pour faire des choses importantes. Écrire un roman, produire une œuvre. Il dit que tout cela se fait au rythme du pas d'une vache
sur une route. Du 3 km/h, monsieur, du 3 km/h.